Eh bien coucou, salut et bienvenue pour une nouvelle vidéo donc sur la chaîne de Hélène Wonderbooks pour changer. Vous me direz si vous êtes ici quand même, j'espère que vous savez où vous êtes. Et écoutez, aujourd'hui j'ai décidé de refaire un petit tag, histoire de faire ça cool, tranquille, avant de préparer la rentrée avec un petit vlog et bientôt le Pumpkin Autumn Challenge pour lequel j'ai tellement hâte. Et je profite en fait, là je le fais tôt le matin, cool, tranquille, avec mon petit café pour changer, parce que comme ça me permet de ne pas mettre la clim, parce que en ce moment, ça je vous l'ai déjà dit 36 fois, mais avec la chaleur qu'il fait, c'est difficile de faire sans. Et je me suis rendu compte en montant la dernière vidéo qu'il y a cette espèce de son là en fond qui est assez chiant, hein, disons les choses comme elles sont. Et je m'en suis rendu compte qu'après avoir terminé la vidéo, et voilà. Donc là, on va essayer d'éviter les petits bruits à la con en fond, quoi. Et oula, et puis je me rends compte qu'il y a de plus en plus de bordel derrière moi. Je suis désolée, mais je vais pas tout pousser, hein, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, effectivement, je recommence à dessiner, à colorier, à faire tout ce genre de choses. Et donc, forcément, autour de moi, les choses s'empilent. J'aime bien avoir des pyramides autour de moi. Quand c'est pas des bouquins, des stylos, des feutres, des crayons, voilà. J'ai l'impression que l'endroit est vide si je fous pas mon bordel partout. Passons. Alors, eh bien écoutez, on va commencer ce petit tag tout de suite. Il s'agit du tag Book Addict, Book Addict ou Book Addiction tag, que j'ai trouvé sur la chaîne de Paper Palace, qu'elle a fait il y a un petit moment quand même, et puis que j'ai trouvé assez sympa. Je me suis dit, tiens, ce sont des questions assez intéressantes pour savoir à quel point on est addict. Alors, première question, quelle est la durée maximale que tu peux passer sans lire ? Alors, comme tout le monde, j'ai eu des périodes où je lisais plus ou moins. J'ai même eu des périodes où je ne lisais quasiment plus du tout. Je peux pas dire plus du tout parce que ne serait-ce que pour la fac, pour mes études, j'étais quand même obligée de lire, mais c'était pas de la fiction, c'était pas du plaisir, c'était vraiment juste pour étudier, voilà. Donc, mais depuis que je m'y suis vraiment remise, il y a quand même un certain nombre d'années, effectivement, combien de temps je peux passer sans lire ? Je dirais 24 heures maximum, et encore. Parce que même si c'est juste un paragraphe, même si c'est juste une ligne, même si c'est juste une page par jour, mais je vais toujours lire un tout petit peu. Voilà. Surtout que maintenant, effectivement, comme j'ai une liseuse et que du coup j'utilise aussi l'équivalent sur mon téléphone, si je dois faire la queue quelque part, si j'attends quelque part, si j'ai un petit peu de bus ou quelque chose, je peux toujours l'ouvrir et continuer mon livre, ou en tout cas un de mes livres. Donc sincèrement, je dirais... ces dernières années, en tout cas là, en ce moment, clairement, c'est 24 heures grand maximum, puisque je lis minimum une fois par jour. Voilà. Deuxième question, combien de livres, e-book ou papier, emportes-tu avec toi à tout moment ? Alors, livres papier, j'en ai un certain nombre en fait que j'ai ramené de France avec moi. J'en ai pas tant que ça, hein. J'en ai peut-être une 15, une petite quinzaine, mais que je n'ai pas encore lu justement parce que je me les garde en cas de panne d'électricité, en cas de panne de quoi que ce soit. Et par contre, quand je sors de chez moi, non, je vais pas prendre de livre papier. Par contre, j'ai toujours mon téléphone. Et si je pars pour quelques jours, par contre, j'aurai toujours au moins un petit livre papier, quel qu'il soit. Roman par roman, mais j'aurai toujours au moins un livre papier. Si je pars par exemple, avant le Covid, si je partais pour 2 à 3 semaines, par contre j'en avais 2 ou 3, même si je risquais de pas les toucher, puisque j'ai aussi ma liseuse. Voilà, donc dès que je pars pour plus de 24 heures, j'ai toujours ma liseuse avec moi. Alors, du coup, combien de livres j'ai sur moi ? Eh bien, vu que dans ma liseuse, j'en ai plusieurs centaines, je dirais que j'ai toujours plusieurs centaines de livres sur moi. Voilà. Donc, en cas de panne, en cas de... S'il y en a un qui me fatigue, si j'ai envie de changer de sujet, si j'ai envie de... c'est vite fait. Voilà. Question numéro 3. Gardes-tu tous les livres achetés, reçus, ou aimes-tu t'en séparer et faire de la place pour les nouveaux ? Alors, encore une fois, c'est une question qui a changé dans le temps, qui a changé aussi parce que ma vie a changé, parce que y a autant le côté plaisir que le côté pratique, parce que l'air de rien, on a beau aimer quelque chose, parfois le côté pratique fait que, on trouve d'autres solutions. Alors, est-ce que je les garde ? Forcément, oui, puisque maintenant, la majorité de ce que je lis, c'est sur liseuse.
sur liseuse, on ne peut pas les prêter, on ne peut pas les revendre, on ne peut pas... donc forcément, ben oui, forcément je les garde. Voilà. D'autant plus que... Alors par contre, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup de livres gratuits que je me procure. Et parmi ces livres gratuits, il y en a aussi beaucoup qui font partie du domaine public. Donc c'est vrai que si je lis un livre qui m'a pas trop plu, ou bah, pour libérer de l'espace, je m'en débarrasse. Voilà, mais c'est à peu près la seule solution. Quand j'avais que des livres physiques, c'est-à-dire en fait avant de déménager au Japon, eh bien malheureusement je les gardais tous. C'était d'ailleurs une mauvaise habitude parce que je passais mon temps à acheter des bouquins neufs ou d'occasion. Hein. Si j'avais pas de sous, c'était d'occasion. Et puis si j'avais un peu plus de sous, c'était neuf. Mais voilà. À tel point que j'étais dans un petit studio à Paris, dans lequel j'habitais pendant 16 ans quand même. Et j'ai réussi à remplir la totalité du studio au point que j'avais des livres dans ma baignoire parce que j'avais plus du tout de place ailleurs. Et que tous les matins, j'étais obligée de vider la baignoire pour prendre ma douche. Et après avoir pris ma douche, de tout sécher pour tout remettre dedans. Voilà. Ça, clairement, je ne veux plus. Je ne veux plus. C'est vrai que j'ai une tendance à... Il y a des gens comme ça, hein, j'ai une tendance à vraiment garder au cas où, enfin bon bref. Mais le fait de commencer à vraiment déménager sur des plus courtes durées, à devoir changer, fait que, ben, par la force des choses, j'ai dû me débarrasser. Et puis finalement, je trouve ça très bien. Voilà. Je pense que je ne pourrais pas du tout être dans le minimalisme comme certaines personnes. J'ai toujours besoin d'avoir un certain nombre de livres, un certain nombre de matériel. Tout à l'heure, je parlais d'art. Voilà, il me faut quand même un minimum de choses tout le temps avec moi. Et vivre dans un minimalisme absolu, c'est pas mon truc, c'est pas possible. Je vis constamment dans un minimum de bordel, c'est comme ça. Par contre, c'est vrai que ces déménagements ont fait que j'ai appris beaucoup plus à faire la part des choses. Et même si moi, j'ai besoin d'avoir un certain nombre de petites choses autour de moi, mais ce sont des choses qui au final sont très transportables, sont très... Là je regarde autour de moi et très sincèrement il y a beaucoup de choses dont je pourrais me débarrasser quand je vais devoir encore partir, et qui très sincèrement, tout confondu je pense, avec deux valises maximum et un sac, je peux redéménager. Voilà. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de livres, de choses que j'aurais besoin de garder avec moi. Autre chose aussi, c'est qu'avec tous les bouquins que j'avais à Paris, il y en a une partie dont je me suis débarrassée parce qu'ils étaient vieux, moches et puis qui m'avaient pas plu. Par contre, ceux auxquels je tenais, je les ai donnés à ma mère, puisque ma mère aime lire aussi et que je sais que chez elle, eh ben, ça sera ma bibliothèque pour quand je serai à la retraite. Je sais que j'ai une partie de mes livres qui sont là-bas et qui sont toujours conservés. Voilà. Donc la question, est-ce que je les garde, c'est un petit peu selon ce qui se passe. Et je pense que si je redéménage et que si je rechange d'endroit, de pays, etc., très certainement mon attitude va encore changer pour une raison X ou Y, soit de pratique, soit de plaisir. Voilà. Pour le coup, ça change tout le temps dans ma vie. Question numéro 4. Combien de temps passes-tu en librairie en moyenne? Alors, justement à cause de mon problème de cumul, je sais pas comment on appelle ça parce que c'est vrai que est-ce qu'on a un mot pour ça en français? Vous savez, les gens qui cumulent un maximum, justement pour éviter ça, j'évite la tentation. Donc je ne rentre plus, ou en tout cas j'essaye de ne plus rentrer dans une librairie. J'y rentre vraiment très rarement depuis un certain temps, pour ne pas dire depuis des années. Mais si je voyage, ou même ici de temps en temps, quand je me dis allez, je vais jeter un petit coup d'œil, de toute façon c'est pas risqué parce que il y a beaucoup de livres qui ne sont pas de mon niveau, donc je ne peux pas de toute façon les acheter, ça fonctionne pas. Voilà. La dernière fois que je suis entrée dans une librairie où je m'étais jurée de ne rien acheter, je suis ressortie avec 5 ou 6 livres. Ouais, 5 ou 6 livres, plus ou moins à mon niveau. Mais oui, effectivement. Donc, combien de temps je passe dans une librairie? Grand minimum 30 minutes. C'est le grand minimum. Même dans une librairie, dans des pays où je suis allée, où je comprends que dalle, juste pour regarder les couvertures, farfouiller, essayer de comprendre qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce que c'est, grand minimum 30 minutes. Mais je peux facilement passer 1 heure et demie dans une librairie sans
sans que je vois le temps passer. Voilà. Je précise quand même que je suis quelqu'un qui déteste le shopping en général. Je déteste faire les magasins, c'est un truc qui me saoule. Mais alors, vous voyez, même pour les fringues, pour tout ça, c'est vrai que j'aime bien avoir des petits trucs sympas. Maintenant, je n'achète que quand j'ai besoin. Et quand je rentre dans un magasin, c'est parce que j'ai vu un truc de l'extérieur ou que je sais exactement ce que je veux. C'est-à-dire que je rentre, 10 minutes plus tard, je suis dehors. Parce que même s'il y a la queue, je rentre pas. Donc pour le coup, là, moi, le shopping, c'est pas mon truc. Les deux seuls endroits où je perds un temps fou, donc un conseil si vous traînez avec moi, évitez ce genre de magasin, les librairies, les magasins d'art. Voilà. C'est, je me perds et je ne regarde plus du tout le temps passer. Ça peut me faire des excursions hein, à la demi-journée, à la journée même, je pense que je serai parfaitement capable de le faire. Voilà. J'en ai profité pour faire ma petite pause café quand même, que je boive tranquillement, sinon il va être complètement glacé. Pas que ça me gêne avec cette température, mais bon. Alors, question numéro 5. Combien de temps passes-tu par jour à lire ? En fait, c'est très, très variable. Quand je voyage, en général, je lis pendant tout le temps des transports. Donc, si j'ai 4 heures de transport, c'est 4 heures de lecture. Si j'ai 6 heures, c'est 6 heures. Mais je lis toujours un petit peu avant de me coucher. Et là, c'est selon mon état de fatigue. Donc, ça peut être de 10 minutes à 1 heure. Pour faire une moyenne, je dirais à peu près peut-être 20 minutes par jour. Parce que c'est vrai qu'il y a des soirs où c'est vraiment, la majorité c'est juste 10 minutes. Après, c'est vrai que si, comme en ce moment je suis en vacances, j'ai un petit peu plus de temps, je vais me lire une page ou deux plusieurs fois pendant la journée. Donc ouais, on va dire une moyenne de 20 minutes, vraiment moyenne pour pallier aux extrêmes. Ou peut-être 30 minutes plutôt. Entre 20 et 30 minutes par jour, 25 minutes, voilà. Allez hop, on casse le truc en deux, 25 minutes par jour. Voilà. Question numéro 6. À quel moment de la journée préfères-tu lire ? Clairement le soir, avant de dormir. Parce que c'est mon moment de détente. Je sais que je n'ai plus rien à faire. J'essaye de me libérer du stress de la journée, du stress de mes pensées, parce que c'est en fait ce qui me stresse le plus. Toutes les choses que j'ai à faire, auxquelles je pense sans arrêt. Et pouvoir lire au lit, c'est non seulement le moment de détente, où je suis enfin en train de respirer un petit peu, mais c'est aussi justement pour m'enlever toutes ces pensées de la tête. Passer dans un autre monde, dans une autre histoire pour justement avant de dormir avoir le cerveau un petit peu plus tranquille. Donc clairement c'est avant de dormir. À l'occasion je lis aussi au moment du petit-déj, souvent des graphiques quand c'est pour le petit-déj, mais ça dépend. Voilà, donc ma priorité c'est avant de dormir, c'est systématique. Question numéro 7. Combien de livres possèdes-tu en tout, e-book compris ? Eh bien, c'est une bonne question et je pense que je ne pourrai jamais répondre. Comme j'ai dit, je ne cumule plus physiquement, je cumule digitalement, numériquement. Et alors, en livre physique, en sachant que la majorité, c'est pas de la fiction, ce sont des livres pour étudier. J'en ai peut-être... Ah, quand même, j'ai pas mal de petits livres, donc j'irai peut-être une centaine en livres physiques. Ouais, on va dire une centaine en livres physiques. Grand maximum quand même, parce que je compte les dictionnaires, je compte tous ces trucs-là. Hein. Et en e-book, comme je vous ai dit sur ma liseuse, j'en ai plusieurs centaines. Je les ai pas comptés. Mais en réserve sur un de mes disques durs où j'implante régulièrement sur ma liseuse. Juste, je veux pas blinder ma liseuse. Ça se compte facile à 4 chiffres. Voilà. Donc, je ne vais pas aller regarder le nombre exact. C'est juste pas possible. Mais on est dans les 4 chiffres et vers le haut, hein, pas vers le bas. Voilà, comme j'ai dit, je récupère beaucoup de diverses façons. En plusieurs langues, parfois plusieurs versions du même livre, justement selon les traductions, selon la langue, pour que ça me permette de choisir la version que je préfère. Voilà, donc on passe cette question. Numéro 8, amènes-tu souvent le sujet de la lecture ou des livres dans une conversation ? Clairement, oui. Alors, pourquoi ? Il est clair que si j'ai une chaîne Booktube, c'est parce que c'est l'une de mes passions. On en parle régulièrement. Lire tout court, c'est ma passion. En plus, je ne lis pas une seule catégorie, mais beaucoup de catégories, beaucoup de sujets, beaucoup de styles de livres. Fiction, pas fiction, graphique, pas graphique, etc. Et
souvent dans une conversation, bien entendu, je vais pas assaillir les gens avec est-ce que tu lis des bouquins, est-ce que machin, juste pour pouvoir lancer le truc, pas du tout. Mais il est très facile quand on lit beaucoup de choses différentes de l'inclure dans une conversation. Pourquoi? Parce que, admettons qu'on se mette à parler, je sais pas moi, d'histoire ou de ce qui se passe dans le monde en ce moment, et tout simplement, dans la conversation, il y a très certainement quelque chose qui va se glisser, comme « Ah tiens, au fait, est-ce que tu as lu ce livre justement sur ce thème-là, parce qu'il est très intéressant, il approfondit ce dont on est en train de parler », ou Ah bah du coup, tu as aimé ce film, est-ce que tu as lu ce bouquin, ou est-ce que tu as lu l'original ?» Ou en fait, justement, quand on lit beaucoup de sujets, beaucoup de genres, c'est très facile à coller dans n'importe quelle conversation parce que ça va venir naturellement. Après, si la personne ne lit pas, ça c'est autre chose, mais ça peut être inséré dans la conversation sans que ça soit ah oui mais non, est-ce que tu lis, est-ce que machin, et de déblatérer sur des bouquins. Non, c'est inséré dans le sujet dont on est en train de parler, tout simplement. Quand je voyage aussi, j'ai rencontré beaucoup de gens, ça c'est l'avantage quand on voyage seul, c'est qu'on n'est jamais tout seul en fait. J'ai rencontré beaucoup de gens, et justement de parler des auteurs du pays, ou de comment on a découvert certains endroits ou certains thèmes en lisant justement tel roman ou telle chose, c'est des choses qui viennent très naturellement. Donc clairement la réponse est oui. Voilà. Question numéro 9. Quel est ton plus gros livre en nombre de pages? J'ai lu des gros pavés, hein, mais je ne me rappelle plus précisément du nombre de pages, sauf que il n'y a quand même pas tant de livres que ça qui dépassent les 1000 pages, pardon. Et ça serait de Stephen King, celui qui se passe à l'époque de l'assassinat de JFK, et c'est je sais pas quoi 63. 11, 22, 63, voilà, qui fait 934 pages, c'est tout? Mais merde, je pensais qu'il en faisait 1000 et quelques. Moi, sur ma liseuse, il y avait 1000 et quelques. Hein. Il me semble bien qu'il y avait 1000. Sinon, en fait, mais alors ça, par contre, c'est par rapport à mes souvenirs, mais ça reste dans Stephen King. Hein. Quand j'étais ado, que j'avais commencé les Stephen King, j'avais lu ça et Le Fléau. Mais il me semble que c'est Le Fléau qui était très très gros. Il me semble que c'était en 2 tomes, et chaque tome faisait plus de 1000 pages. Mais clairement, je peux pas vous donner plus de précision de ça. Vous voyez, je pensais que c'était le Stephen King 22-11-63. On va rester là-dessus parce qu'en fait, si j'ai lu plus gros, je ne me rappelle pas exactement. Voilà, donc on va rester sur celui-là. Question suivante, il s'agit de « Y a-t-il un roman que tu devais avoir à tout prix? Recherche en librairie, en ligne, harceler un auteur ?» Clairement non. Je n'harcèle pas les gens pour obtenir quelque chose. Je comprends parfois la hype où on se dit « Ah ouais, j'ai trop envie de l'avoir, machin ». Et c'est vrai qu'on est dans une société de consommation où, qu'on le veuille ou non, on est tous un petit peu touchés et poussés par ce genre de choses. C'est vrai que des fois, je vois des choses, je me dis « Ah ouais, je le veux » et tout. Et puis en fait, quand il y a un peu de temps qui passe, on se rend compte que non, c'était pas indispensable. Après, il y a d'autres choses qui restent, et ça, bon... Effectivement, c'est qu'on se dit à un moment donné, bon, c'est que vraiment, peut-être, si c'est quelque chose qui va vraiment me faire plaisir. Mais au niveau des bouquins, non, parce qu'il en existe tellement de milliers. Je ne suis pas forcément obsessionnelle. Oui, il y a des livres que je veux avoir. Il y a des livres sur lesquels je ne peux pas forcément mettre la main. Mais est-ce que c'est une obsession, ou est-ce que je cherche par tous les moyens à l'obtenir? Non, absolument pas. Un exemple de livres sur lesquels je ne peux pas mettre la main, par exemple, c'est, à cause de la distance, ce sont les livres papier. Et par exemple, avec le challenge Mozart que j'ai fait récemment, il y en avait un que j'étais super motivée pour commencer, et c'était un livre de... Bernard Tirsiot sur Nivard de Saint-Pierre qui est un artiste vitrier qui faisait des vitraux au Moyen-Âge. Et c'est un roman justement qui tourne autour de ce personnage. Et j'avais une motivation. Pas moyen, il n'existe pas en numérique. J'ai essayé de me le procurer par d'autres moyens. Ça n'a pas marché. Bon, c'est pas la fin du monde. Hein. Quand j'irai en France, je sais pas quand, je m'achèterai la version papier en espérant que je l'oublie pas d'ici là. Voilà. Mais c'est juste un exemple récent que je vous donne. Il y a d'autres livres où je me dis, ah là là, qu'est-ce que j'aimerais les avoir. Mais c'est tout. Voilà, ça va pas plus loin que le ouh là là, c'est vrai, j'aimerais bien, ça va pas plus loin que ça. Voilà. Je ne téléphone pas, je n'envoie pas de courrier, limite même si je me renseigne, j'essaie de trouver, puis si je trouve pas par mes propres moyens, c'est pas la fin du monde quoi. Hein, voilà, c'est comme ça.
Question numéro 11. As-tu déjà lutté pour finir un roman car tu refusais de l'abandonner? Oula, oui. Oui. Malheureusement, pendant très longtemps, j'ai fait partie de ces personnes pour qui, quand tu commences un livre, il faut le finir. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Parce que tu ne peux pas juger tant que tu n'as pas fini l'histoire. C'est quelque chose qui a changé depuis. Hein. Parce que, justement, il existe tellement de milliers de millions de livres que, mais pourquoi se torturer pour absolument finir une histoire? Alors que, bah si, ça, il faut de tout pour tout le monde. On a tous des goûts différents. Le fait de ne pas le finir ne veut pas dire que c'était pourri, mais juste qu'il ne me convenait pas. Soit l'écriture, soit l'histoire ne m'a pas plu. Et puis, bah tant pis, on le ferme, on passe au suivant. C'est quelque chose, effectivement, que j'ai plus de facilité à faire aussi depuis que je suis passée au numérique. Peut-être parce que, justement, je trouve aussi beaucoup de livres, en particulier les classiques, du domaine public, et qui fait que bah, si ça me plaît pas, c'est pas grave, mais en même temps, c'était gratuit, donc je passe à autre chose. Mais ouais, bien sûr, j'ai lutté pour essayer de finir des livres, et il y en a, ça n'a pas marché, et il y en a, ça a marché, mais alors, à la fin, c'est con, mais à la fin, je crois que j'ai encore plus détesté le livre que si je l'avais pas fini. Pour vous donner des exemples, un livre que j'ai lutté et que j'ai jamais pu terminer, L'éducation sentimentale de Flaubert. Et celui-là, en plus, je devais le faire pour l'école. D'où le fait aussi que j'ai certainement lutté pour le finir. Oh, déjà, j'avais lu Madame Bovary l'année d'avant. Je n'ai pas pu piffrer ce bouquin. En même temps, j'avais 14 ans. Il paraît que quand on est plus âgé, eh ben, on peut lire Flaubert. Ça passe beaucoup mieux, c'est beaucoup plus sympa. Le problème, c'est que l'année d'après, on se farcit l'éducation sentimentale, qui est l'histoire d'un mec qui s'emmerde. Encore plus que Madame Bovary. Et qui est une pavasse. Et très sincèrement, ça m'a vacciné à vie. Hein. Flaubert, c'est plus la peine. Franchement, j'ai jamais pu le terminer. Bien sûr, au bac français, je suis tombée dessus. C'était le seul que j'avais pas fini. Passons là-dessus. Un autre exemple, ben, c'est... comment ça s'appelle? La princesse de Clèves. La princesse de Clèves, qui n'est pas très gros, justement. Donc, je m'étais dit, allez, celui-là, tu peux le faire. J'ai essayé à diverses reprises, à des âges différents. Je n'ai jamais dépassé les 50 premières pages. Impossible. À chaque fois, j'ouvre le bouquin, je recommence à lire et mon cerveau part complètement ailleurs. C'est-à-dire que je ne sais même pas ce que ça raconte. Il n'y a rien à faire. Impossible de rentrer dedans. J'ai essayé une bonne quinzaine de fois. Hein, donc, on ne peut pas dire que j'ai pas persisté. Comme je dis, j'ai essayé à des âges différents. Je sais que j'ai essayé justement quand j'étais au lycée. Après, j'ai essayé quand j'étais à la fac à plusieurs reprises. Non, mais... ça veut pas. Et un livre, par contre, que j'ai lutté pour finir, mais que j'ai quand même fini, c'est Le Journal de Bridget Jones. Le Journal de Bridget Jones, je me suis vraiment fouettée virtuellement pour le finir parce que je me suis dit, c'est pas possible. Un livre aussi petit, avec une écriture aussi facile, franchement, c'est pas possible de pas finir un truc comme ça. Voilà. Il y en a certains, genre La Princesse de Clèves, machin, bon, je veux bien. Mais un truc comme Le Journal de Bridget Jones, enfin, quand même, quoi. Je veux dire, c'est pas... T'es pas en train de gravir l'Everest non plus. Donc, je me suis forcée à le finir. Et ouais, je pense que ma détestation pour ce livre, en fait, a été multipliée par le fait que je me suis fait une violence alors que j'en pouvais plus, quoi. Je voulais plus le lire depuis un moment. Le début, ça passait encore, justement parce que c'était facile à lire. Sauf qu'il y avait tellement d'invraisemblances, tellement de clichés qui m'ont gonflé. Et puis peut-être aussi parce que je me suis tellement pas sentie concernée par ces espèces de petits soucis sans importance d'une nana qui passe son temps à fumer, à boire, à bouffer et qui se fait draguer par les plus beaux gosses que tout le monde veut. Enfin, le côté invraisemblable. Je suis désolée, mais une nana qui fume comme ça, boit comme ça, bouffe comme ça, elle ressemble pas à ce qu'elle décrit. Soi-disant bourrée de complexes, mais quand elle fait une soirée en genre bal masqué, elle vient habillée en dessous et porte-jartel. Une nana qui est complexée et qui a soi-disant des difficultés comme ça avec son corps, elle va pas faire ça, hein. Elle va pas se montrer le cul à moitié à l'air devant tout le monde pour après dire ah oui non mais je suis tellement complexée. Enfin il y a que des trucs comme ça. C'était un truc mais tellement invraisemblable et puis comme je dis tous les beaux gosses de la planète sont tous en fait après elle malgré le fait que bah
soit pas dans les standards, soi-disant, sauf que quand tu lis le truc, tu vois bien qu'elle est parfaitement dans les standards. Enfin, j'ai trouvé ça complètement ridicule. Après, je comprends, il y en a plein qui ont adoré ce bouquin, mais parce qu'elles se sont senties concernées par l'histoire, concernées par les problèmes de Bridget Jones. Moi, j'ai l'impression d'être à des kilomètres, pour pas dire à des années-lumière de là. Son histoire m'a gonflé, l'écriture m'a gonflé, et le problème en fait aussi, c'est que quand vous n'aimez pas quelque chose, et ça fonctionne avec tout, quand il y a quelque chose qui commence à vous agacer, si ça n'est pas récupéré, vous commencez à voir plein d'autres défauts auxquels vous n'auriez pas fait attention si vous aviez trouvé ça sympa. On pardonne les défauts de quelque chose qu'on trouve bien ou sympa, mais on ne les pardonne pas quand ça commence à nous saouler. On a l'impression en fait que tous les trucs prennent une proportion énorme. Voilà. Écoutez, je ne vais pas vous donner 50 exemples non plus, je pense que j'ai suffisamment répondu. Alors, on va passer à la suivante, qui est numéro 12. Quels sont tes 3 plus importants objectifs littéraires en 2021 ? Bon, on a dépassé la moitié de l'année. Quels pourraient être mes objectifs littéraires ? Réussir à lire autant de livres que ces 3 dernières années, parce que j'ai réussi à lire bien plus que les années précédentes et je me suis épatée moi-même. Alors, est-ce que c'est parce que maintenant, je tiens des comptes par le biais de sites comme Babelio, peut-être, mais ça voudrait dire lire entre 65 et 70 livres cette année. Je me suis tenue à cette moyenne-là, on va dire aux alentours de 65 depuis 3 ans. Et avec des hauts et des bas, bien entendu, il y a des mois où je lis quasiment rien et puis d'autres où j'engloutis un maximum. Mais c'est une moyenne où je me dis c'est bien parce que ça me permet de découvrir tellement de choses avec un nombre comme ça. Et pour l'atteindre, eh bien quand je vois que je ne lis pas vite, j'essaie de tabler sur des romans que j'aurais pas forcément lus, mais des choses petites, des choses... voilà. Et du coup, j'élargis beaucoup mes possibilités. Ça fait un objectif. Deuxième objectif, lire un petit peu plus de pavés. Parce que les pavés, ça fait peur. Parce que c'est un engagement, parce qu'on se dit mais si ça me plaît pas, c'est quand même beaucoup de pages et un gâchis d'une certaine façon, parce que ça prend du temps qu'on aimerait consacrer à d'autres livres, et en même temps quand on lit des pavés et qu'ils sont bien, c'est un tel régal de pouvoir avoir le temps de rester dans le même monde, dans la même histoire, avec des personnages auxquels on s'est attaché, parce que si on aime bien, c'est bien qu'on s'est un minimum attaché à l'endroit, à l'histoire, que au final on a l'impression d'avoir vécu une autre vie, parce que c'est suffisamment gros pour nous donner cette impression et ce plaisir-là. Voilà, donc lire plus de pavés. Troisième objectif, qu'est-ce que ça pourrait être ? Ah, lire un peu plus de non-fiction. Lire un peu plus de non-fiction, mais pas non-fiction pour étudier. Non-fiction autre, du type biographie, du type vulgarisation scientifique, ce type de choses. Parce qu'effectivement, récemment, j'ai lu, toujours dans le cadre de Mozart, la biographie de Alice Guy, de Joséphine Baker. L'année dernière aussi, j'ai lu pas mal de biographies comme ça, de femmes célèbres, ou plus ou moins célèbres, comme Joe la Pirate, même si celui-là, je n'ai pas trop aimé, et puis il y en a eu d'autres aussi. J'avais aussi lu la biographie d'Andersen. Alors, ce sont majoritairement des graphiques, mais au final, il y a des gens comme ça qui ont des vies super intéressantes, que ce soit graphique ou roman, et sur lesquels je devrais me pencher s'ils ont été dans un milieu qui déjà m'intéresse, comme le milieu scientifique, le milieu artistique. J'ai aussi lu Le Cosmos et le Lotus en fin de l'année dernière, qui était l'autobiographie d'un astrophysicien et qui nous racontait ses théories scientifiques accompagnées de sa vie au Vietnam, en France, aux États-Unis, et qui était absolument passionnant. Et en fait, oui, je me dis, il faudrait peut-être que j'en lise un petit peu plus. Ah oui, il y a aussi Extinction que j'ai lu cette année, qui est un livre en fait de vulgarisation scientifique sur les extinctions de masse et qui était absolument passionnant également. Et je me dis, bah oui, mais en fait, c'est vrai que des livres de non-fiction hors mes études, je n'en lis pas suffisamment. Voilà. Donc, ça sera mes 3 objectifs pour 2021, qui sont d'une certaine façon quand même en route déjà, un minimum, pour effectivement que ça soit plus fréquent que d'habitude. Voilà. Alors, question numéro 13, as-tu déjà converti quelqu'un à la lecture ? Je n'en sais rien. Je n'en sais rien parce que quelqu'un qui n'aime pas lire, c'est un peu difficile de les convertir à la lecture, même si pour moi, c'est un peu comme les fromages, hein, il en existe tellement de variétés, de sortes, qu'il est impossible qu'il existe une personne qui n'aime pas ça. Mais ça, c'est mon point de vue. Hein.
Voilà. Pour moi, c'est plus des personnes qui soit ont été dégoûtées à l'école à cause de livres barbants, soit qui n'ont pas pris la peine d'explorer un petit peu plus le type de lecture qui existe, tout simplement aussi qui n'y ont pas accès pour des raisons X ou Y, selon là où ils vivent, selon le milieu où ils vivent, etc. Mais par contre, c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire convertir quelqu'un à la lecture. Par contre, est-ce que j'ai déjà redonné goût à la lecture à quelqu'un qui lisait déjà un minimum? Oui, carrément. Le plus récemment, c'était une de mes collègues avec qui j'ai travaillé quand j'étais à Nagano, et qui effectivement lisait occasionnellement, mais qui n'arrêtait pas de me dire oui mais j'ai plus le temps, oui mais qui avait envie d'y retourner, et que de fil en aiguille j'ai réussi à redonner l'intérêt. Je lui ai passé des bouquins, je lui ai expliqué, je lui ai donné des idées pour trouver du temps, même quand on a l'impression qu'on n'a pas de temps, parce que ça peut toujours se trouver. Et je n'ai vraiment pas beaucoup de temps, mais il y a des moyens de trouver un petit peu de temps. Et du coup, effectivement, qui s'est remise à lire, et d'ailleurs, depuis, on partage nos dernières lectures, etc. pour se donner des idées, on n'a pas du tout les mêmes goûts, hein, pourtant. Mais voilà. Donc, ça serait... donc, la réponse à la question est je ne sais pas, mais redonner goût à la lecture à quelqu'un, ouais, carrément. Et quelquefois, d'ailleurs, comme moi aussi ça m'est arrivé, quand on a une panne, ou quand on trouve moins la motivation, ou des fois, si c'est quelque chose qu'on aime déjà, il suffit juste d'avoir effectivement ce petit truc pour repousser, remettre les pieds à l'étrier. Voilà. Et dernière question. Question 14. Décris ce que les livres représentent pour toi en 5 mots. Ah ben ça va être compliqué. Donc, je vais donner les 5 premiers qui me viennent en tête. Passion, évasion, relaxation, voyage et connaissance. Voilà, vous en faites ce que vous voulez, je vais pas revenir dessus parce que je me rappelle déjà plus ce que j'ai dit en premier. J'ai une mémoire de poisson rouge en même temps, mais voilà, c'est les 5 premiers mots qui me sont venus à l'esprit. Faites-en ce que vous voulez, et puis moi, peut-être que je reviendrai dessus moi-même toute seule pour tergiverser sur mais pourquoi j'ai choisi ces 5 mots. Voilà. Eh bien écoutez, comme d'habitude, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo avec, je l'espère, plein de lectures à partager, un petit vlog pour cet été qui devrait bientôt sortir, je l'espère, mais c'est vrai que cet été j'ai pas beaucoup bougé, mais bon, je vais quand même vous montrer 2-3 petites choses, histoire de dire entre certaines lectures que je suis en train de faire en ce moment et qui, encore une fois, sont de très bonnes lectures. Donc pour l'instant, j'ai eu l'été chanceux. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à très très bientôt et surtout, bonne lecture à tous. Ciao ciao.